Bonjour et bienvenue dans Certains Lamas Show, l'émission élue au suffrage universel toutes les semaines. Avec moi, l'équipe, comme toujours l'équipe estivale, toujours amputée d'un membre. Salut Yassa. Salut. Salut Marwan. Salut Bogos. Oh, j'ai bugué. Salut Marwan. Salut Bogos. Tu bugs à Bogos, hein, c'est un... Je sais pas ce qui se passe. Tu veux m'en parler? Ça va bien de mentir. Et avec nous, 2 semaines de suite, notre invitée, Éléonore. Salut Éléonore. Hello. Éléonore du blog Léo Yurilo, du blog de Nestor, de Fucking Cinéphile, de la sororité, et tant d'autres, et tant d'autres, et tant d'autres. Elle est partout. Et d'ailleurs, elle est toujours avec nous. Aujourd'hui, du voyage, des horizons différents. On est parti en Arabie Saoudite pour suivre des élections municipales dans... The Perfect Candidate. On est parti ensuite aux États-Unis quelques années plus tard dans un monde post-apocalyptique total où les femmes ont disparu avec Light of My Life de Casey Affleck. Et on a terminé en Chine avec un film de trafic, un film de gangster, un film de poste-frontière et de téléphone portable avec... Du Crossing. Bah oui, hein. On m'accepte comme je suis, hein. Avec mes tares et avec mes qualités. Comme ça, voilà. Mais oui, mais on accepte tout le monde, Marwan, dans Claque. Beau programme. Et on va lancer ça tout de suite. طب اوكي اعطيني طلب اقدمه. ترى انا رشحت نفسي للمجلس البلدي. شيء له علاقه بحقوق المراه، موضوع راح ياخذ اولى اولوياتي. انت دكتوره، ايش عرفك باداره الحملات الانتخابيه؟ الكل بيعرفك. هذه حمله انتخابيه، مو بصور خطوبه. والانتخابات هي الطريقه الوحيده اللي نقدر نعرف فيها ان المجلس بصفنا. اليوم كنت قاعه 200 شخص، انا تقدرين عليها؟ اي اقدر. سعيده جدا بحضوركم الليله، لاني ابي احس الاوضاع خصوصا The Perfect Candidate, un film donc saoudien, germano-saoudien pour être exact, parce qu'il y a les Allemands qui ont aidé un peu à la production, réalisé par Haïfa El Mansour, une femme qu'on connaît parce qu'elle a réalisé il y a quelques années Wajda, et elle a également réalisé le biopic sur Mary Shelley avec Elle Fanning dans le rôle titre. Une femme qui aime donc justement porter des projets féminins, des projets féministes à l'écran. Ici, on va découvrir Mila Al-Zarani dans le rôle de Mariam. On va découvrir également Nora Alawad dans le rôle de sa sœur Sarah, Dae Al-Hilali dans le rôle de sa sœur Selma et Khalid Abdoulim dans le rôle de leur père Abdulaziz. Alors de quoi ça parle? C'est l'histoire donc de Mariam qui est médecin donc dans un hôpital d'une petite ville saoudienne et qui galère parce que la route pour mener à son hôpital est constamment bloquée, constamment inondée, voilà, en piteux état et que c'est très galère pour les urgences. Elle essaye également d'aller à des conférences hors du pays, mais étant donné que quand t'es une femme, il te faut un tuteur et que si papa t'a pas donné la bonne autorisation ou qu'elle est pas à jour, t'as pas le droit de quitter le territoire, elle décide d'aller se plaindre, mais pour se plaindre, il faut qu'elle se porte candidate puisque la personne ne reçoit plus les gens. Donc par hasard, elle va se porter candidate au municipal et faire monter la première candidature féminine à ce poste. Et du coup, avec le regard de tout le monde, la façon de se battre pour faire ça, de mener campagne et de mener à bien son projet. Un film du coup qui est assez politique également par rapport aux problématiques du pays, des problématiques qui sont un peu éloignées des nôtres évidemment, mais qui forcément sont là aussi pour nous toucher. Yassa, on t'écoute. C'est un film que j'ai pas mal aimé, j'ai même beaucoup aimé, qui montre ce qu'on s'attend à voir de l'Arabie Saoudite tout de même, c'est-à-dire que les femmes n'ont vraiment pas beaucoup de droits, pas énormément. Tout est compliqué à faire, je veux dire, même ici, nous, on galère dans la vie de tous les jours, on doit se battre aussi, mais là-bas, encore plus, vraiment beaucoup plus. Il y a une scène qui est assez marquante dès le départ, c'est, donc elle est médecin, elle travaille à l'hôpital, et un vieil homme est amené parce qu'il a eu un accident, et en fait, il refuse d'être soigné par une femme, il demande à être soigné par des hommes, sauf que c'est la seule médecin disponible à ce moment-là, il n'y a que des infirmiers. Et ça montre un petit peu à quel point à la fois les hommes se méfient et ont peur, et c'est ancré un petit peu dans cette culture, dans cette mentalité de dissociation de l'homme et de la femme. Et justement, Mariam, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va casser un petit peu tous ces carcans au fur et à mesure, venant d'une famille assez atypique pour le coup, d'un père musicien, d'une mère chanteuse. Elle est médecin, sa sœur est wedding planner, enfin c'est vraiment des métiers assez atypiques, ne serait-ce que le comportement du père avec ses filles est assez étonnant justement de ce qu'on attendrait. Du coup, c'est quand même, malgré toutes les contraintes
auquel elle est confrontée, c'est une femme indépendante, quoi. Et elle prend les devants. Elle a été un petit peu obligée de s'inscrire sur cette liste électorale. N'empêche qu'elle fait avec et du coup, elle s'y tient. Et elle commence à être motivée petit à petit et puis elle prend de plus en plus de confiance en elle aussi, ce qui la pousse à affronter le regard des hommes. Malgré aussi la défection des femmes, parce que cherchant à recueillir des voix, elle demande d'abord justement, elle commence à aller chercher un électorat féminin. Sauf que les femmes, pour voter, elles n'ont pas franchement le droit ou la liberté de voter comme elles veulent, apparemment. Donc, beaucoup de femmes se désistent parce que soit elles doivent demander l'autorisation à leur mari, ou soit elles savent déjà que leur mari ou leur frère ou leur père ne sera pas d'accord pour ça. Ce qui fait qu'elle se bat sur deux fronts. C'est-à-dire qu'elle veut à la fois combattre le regard et la mentalité des hommes et à la fois aussi convaincre les femmes que c'est possible de le faire, de s'émanciper et d'avoir sa parole à soi. Oui, moi forcément j'ai beaucoup aimé ce type de film, montrer une femme qui se retrouve dans la nécessité d'être forte parce que du coup, dans le pays où elle vit, les lois sont complètement cons et l'obligent à grosso modo rester à la maison. Ou rester sous un niqab, ce qui revient à la même chose, qui donc se retrouve dans un dédale de lois complètement kafkaïennes. Donc on en a assez souvent des films comme ça qui sortent en France. Le public français est assez friand de ce genre de film, donc j'espère que le film aura une jolie carrière en France. Donc on pense à tous les films d'Asghar Farhadi ou récemment à La Belle et la Meute, ce genre de film. Donc si vous avez aimé ces films-là, je pense que vous aimerez The Perfect Candidate. Donc un portrait de femme forte, comme l'a expliqué Yassa très bien. Mais disons qu'il y a deux détails dans ce film et deux aspects du film un peu plus originaux qui font que je l'ai vraiment beaucoup aimé et qui se détachent un petit peu qui a ses particularités en somme. Donc déjà, il a énormément d'humour, mais vraiment, on rit vraiment, pas juste on sourit un petit peu parce que c'est un petit peu rigolo, il y a vraiment des moments qui sont très drôles. Je vais peut-être pas forcément vous raconter les blagues parce que ce sera la surprise pour vous, mais qui se moque à la fois de l'absurdité de la situation et à la fois du père des lois. C'est assez drôle. Et le deuxième aspect qui m'a beaucoup plu, c'est qu'en fait, dans la campagne, ce qui est intéressant avec le personnage de Myriam, c'est qu'elle ne se bat pas finalement pour les droits des femmes, elle se bat pour une raison très particulière, c'est que le chemin qui amène à la clinique est complètement boueux, qu'il n'est pas goudronné et que du coup, c'est très problématique pour amener des malades très grave jusque dans la clinique et c'est son cheval de bataille. Et ce qui est donc intéressant, c'est qu'à chaque fois, elle répète, on lui met un petit peu sur le dos les droits des femmes, etc. parce que c'est une femme et que du coup, forcément, elle va s'intéresser qu'aux femmes. Et à chaque fois, elle répète, mais pas du tout, en fait. Moi, je suis candidate pour tout le monde et ça intéresse tout le monde le fait qu'on puisse accéder à la clinique rapidement. C'est quand même hyper important. Et du coup, je trouvais ça pas mal, ne pas se limiter à la condition des femmes. Mais du coup, comme on la voit dans la ville et on la voit face à tous ces dédales kafkaïens de lois ridicules, on sait que, sans que ce soit son cheval son but principal, on peut voir quand même la condition des femmes en Arabie Saoudite qui est un petit peu compliquée. Donc c'est vraiment un film intéressant à aller voir qui est vraiment, qui fait du bien et qui donne espoir, quoi. Donc c'est cool. Oui, en effet, mais c'est vrai qu'il y a cette espèce de portrait et c'est vrai qu'elle a une manière de le montrer avec légèreté. C'était déjà le cas dans Wajda où c'est quand même juste les déboires d'une gamine qui a envie d'avoir le droit de faire du vélo, qui nous semble, nous, assez ridicule, mais qui en réalité là-bas est une vraie problématique, puisque tu peux pas faire du vélo quand tu es une femme, parce que tu es censé prendre justement une position qui ne va pas te permettre d'en faire. Et il y a plein de choses comme ça, et c'est vrai qu'elle a une manière de le montrer avec légèreté, c'est pas non plus trop misérabiliste, c'est pas très oppressant, et c'est une manière de contourner aussi le sujet là-dedans, comme de toute façon Myriam fait pour contourner constamment tout ce qui peut l'empêcher de mener à bien sa campagne. C'est vrai, j'ai vu une sorte de comédie de mœurs, c'est-à-dire que il y avait cette idée, la volonté de traiter des sujets importants de société, d'en rire ou d'avoir des personnages qui puissent plaire aux spectateurs. Et dans tout ça, je trouve que le film réussit son challenge. Par exemple, ces actrices sont assez, nous aspirent à travers l'écran. Elles ont un regard que même un niqab ne peut empêcher de nous séduire, de captiver. Et c'est vraiment génial.
Et puis un petit coucou à Leila Bekti si elle nous écoute. Hein. Regarde le film, il y aura ta sosie. Voilà, non, mais sinon, non, c'est vraiment un film assez merveilleux dans tous les sens, assez référencé de temps en temps. Par exemple, avec cette idée que c'est une famille avec uniquement des femmes. Il y a cette idée d'hypertension du père qui fait penser à cette même blague, mais de la mère dans Orgueil et Préjugés de Jane Austen. Il y a cette idée que les femmes, elles sont toutes impressionnantes, incroyables, bien écrites. Il n'y a pas cette idée de femme à case, c'est-à-dire qu'elle doit juste remplir un objectif pour un héros, pour quelque chose, ou même par rapport à elle. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que chacune représente, je trouve, une sorte de fascination, d'opposition par rapport à ce que peut représenter donc les mœurs là-bas. Et c'est assez touchant, vraiment, même par rapport au lien. Parce en gros, le rapport au lien dans ce film est vraiment génial parce qu'elle existe par rapport à la musique, par rapport à la mère des filles, puis au mari veuf. Et c'est la musique, c'est la chanson qui va qui sera toujours le liant et qui finalement les renforcera leur lien. Ouais, donc c'est la chanson. Et dans tout ça, dans cette poésie, dans cette volonté non pas uniquement d'alerter, le film réussit ce qu'il veut proposer. Et dans tout ça, je dis chapeau et, et c'est vraiment c'est génial parce qu'il y a cette idée aussi de femmes, comme ça a été dit, de femmes qui n'avaient pas non plus cette idée de vouloir être féministe entre guillemets. C'est pas une casquette en soi, c'est vraiment... C'est une manière d'être qui est importante dans l'idée d'être égal tout simplement. D'être égal, tu vois, par rapport aux autres. Elle est pragmatique. C'est-à-dire que ce qu'elle fait, elle, nous on l'interprète comme étant du féminisme, mais elle l'étiquette pas du tout de cette manière. Voilà. Après, est-ce qu'elle a vraiment besoin de l'étiqueter à partir du moment où elle s'élève en plus dans des rôles qui ne sont pas censés être les siens dans cette société-là? Donc du coup, elle n'a pas besoin de le dire pour agir. Enfin, elle agit tout simplement. C'est peut-être même un point en plus de porter cette étiquette de féminisme pour elle, alors qu'en fait, elle pourrait très bien mener son combat sans forcément s'identifier à ça. Ouais, j'ai juste un point complètement différent. Il y a juste la fin qui m'a un peu déçue. Je sais pas si on peut trop en parler ou si... Ça dépend si tu la dévoiles ou pas. Juste, non, je vais pas la dévoiler complètement, mais elle partait avec une ambition et finalement elle l'a complètement laissé tomber pour choisir quelque chose un petit peu, une ambition dégradée, quoi. Et je trouvais ça un petit peu dommage. Moi, ça m'a un petit peu déçue à la fin. Moi, je ne pense pas que ce soit vraiment ça. Le métier qu'elle aime vraiment, c'est d'être docteur, c'est d'être de soigner en disant c'est ça. Et en gros, pour elle, cette victoire, c'est le côté d'avoir changé des esprits comme celui... Enfin là, pour le coup, ce serait un spoiler, mais changer des esprits de certaines personnes. Et voilà. Justement, moi j'ai trouvé ça un petit peu facile parce que finalement c'était pas son premier objectif. Elle aurait peut-être pu changer des esprits, mais à un niveau plus élevé en réussissant son objectif premier aussi. Il y a le côté petite pierre à apporter. À partir de quel moment est-ce qu'on peut dépasser du coup totalement biaiser finalement son but? C'est difficile de juger, j'imagine. Mais c'est vrai qu'on parlait du papa et c'est vrai que c'est assez intéressant cette famille. On a du coup la tournée musicale avec ses musiciens. Donc lui, il est joueur de oud et chanteur. Et au fur et à mesure qu'elle rencontre des obstacles, il en rencontre également. Alors c'est pas exactement les mêmes obstacles, mais il y a des parallèles qui sont assez sympathiques. Et comme vous le disiez tous, il y a un rapport qui est assez marrant avec ce papa, c'est que lui, il veut absolument pas brider ses filles, il veut les laisser faire ce qu'elles veulent. Par contre, il juge. Donc il est là, il regarde, il fait « Oh là là, elles vont me tuer », mais il sourit. On sent qu'il est quand même content qu'elle fasse ça. Ça lui rappelle sa femme, mais qu'il y a ce côté « Oh là là, elles vont avoir des emmerdes et c'est moi qui vais trimer derrière ». Mais c'est assez beau cette espèce de vision de se dire « J'assumerai quoi qu'elle fasse ». Et en effet, c'est plutôt rare dans ces mentalités parce qu'ils sont pas élevés comme tels. Éléonore, tu disais que tu espères que le film fera un beau chemin dans les salles. Il est allé à la Mostra, il a été concurrent pour le Lion d'Or, meilleur scénario et le prix du jury, donc c'est quand même pour l'instant un beau parcours, donc on espère que ça ira plus loin et que des festivals vont le primer. On remercie le Pacte d'ailleurs de le distribuer chez nous parce que c'est pas forcément évident, surtout dans ce genre de période, mais il y a des fenêtres, il y a des couloirs pour des petits films comme ça justement qui ont besoin d'exister, donc c'est l'occasion. On vous conseille d'aller voir The Perfect Candidate cette semaine, qui est sûrement, on verra tout à l'heure, mais sûrement le film de la semaine. Eat these. Take your time. Pack your things. Are we moving? Yes. They're looking for me because I'm a girl. Yes.
I'm the only girl of my species. On sort du Max Linder, le Max Linder, ce petit cinéma qu'on aime beaucoup, beaucoup sur les grands boulevards. Je crois que la dernière fois qu'on y était, c'était pour le PIF, ce merveilleux festival qui vient poser ses bagages tous les ans dans le Max Linder. Mais là, on est allé faire une ciné-expérience, donc on rappelle le principe, la ciné-expérience, c'est un événement Sens Critique, on y va, on ne sait pas ce qu'on va voir, et on le découvre dès que ça commence. On a vu Light of My Life de Casey Affleck, et je suis avec l'équipe de Choc, donc sans Thomas, à savoir du coup sur quel épisode c'est, comme toujours. Je suis toujours avec Yassa qui se marre. Hello. Non mais tu vas pas garder le micro. J'y peux rien, t'es en train de rire avant qu'on parle. Toujours avec ce cher Marwan. Bonsoir. Et toujours avec Éléonore. Bonsoir. Voilà, on est tous très polis, c'est normal, c'est Claque Podcast. J'essaie de faire des nouveaux slogans et tout. Je me dis, ça, c'est la semaine où on a le contrôle, faut qu'on essaie de créer des nouvelles choses. Mais si on n'a pas d'imagination, on va pas y arriver. Et l'imagination, c'est assez compliqué quand il y a plus grand monde sur Terre d'ailleurs. Donc Light of My Life, qu'est-ce que ça raconte ? Donc ce cher Casey Affleck, il nous parle d'un monde post-apocalyptique, donc à comprendre qu'il se passe après une apocalypse, quelle qu'elle soit. Là, c'est une apocalypse sanitaire. Voilà, on est en plein Covid, sauf que c'est le Covid des femmes. C'est triste, hein, ça a tué la quasi-intégralité des personnes féminines de la planète. Et Casey Affleck joue donc un papa qui est aux prises avec sa fille qui est encore très jeune, donc il peut encore la grimer en garçon, parce qu'il faudrait quand même pas trop que le monde sache qu'il y a encore une fille qui est là, et qui est relativement jeune. Et donc ça va être quoi ? Ça va être une errance, un film de survie, un film de partage également, un film d'éducation, comment éduquer un enfant après ce genre d'événement. Et je peux vous assurer qu'il n'y a pas de voiture qui passe dans l'univers de Light of My Life, ou en tout cas très peu. Qui veut se lancer sur les impressions de ce film ? Allez Marwan. J'avais des appréhensions par rapport à ce film pour son réalisateur, par rapport à ce qu'il représente, par rapport à ses rôles, par rapport à son premier film qui était un documentaire. Et là pour le coup j'ai été un peu surpris dans la mesure où il touche un cinéma davantage, on va dire, arty, et un cinéma de genre avec les grands G, et puis les grands E, les grands etc. Et c'était pour moi une belle surprise. C'était vraiment une rencontre et un rapport entre un père et une fille, et dans un monde où la femme n'existe plus. Il y a vraiment plein de tentatives, plein de références, et c'est assez appréciable, même si par moments on a l'impression qu'il se perd dans tout ça, et ce qui crée une sorte de faux rythme, où des fois on se dit qu'il en met trop parce qu'il veut faire comme des gens qu'il aime bien. Donc c'est ça. Donc il y a des moments de vérité, comme il y a des moments, on va dire, de superficialité, comme des moments qu'il va créer toutes pièces qui vont nous questionner, ou des réponses à des questions, on va dire, de l'ordre géopolitique ou de l'ordre des causes de cet événement apocalyptique, et qui ne seront pas résolues malheureusement. Et c'est ça qui est dommage aussi, c'est cette idée de pas trop se mouiller pour éviter de devoir répondre aux questions. Voilà. Mais donc c'était un film vraiment intéressant pour le coup. Alors du coup tu parlais du premier film qu'il a réalisé, donc on va vite faire revenir dessus. C'était I'm Still Here, donc c'était un documentaire qui est sorti il y a une dizaine d'années, qu'il avait co-réalisé avec Joaquin Phoenix, et qui justement parlait de Joaquin Phoenix et du fait qu'en plus il était dans un moment très nébuleux de sa carrière, et ils en ont profité pour faire croire qu'il allait totalement arrêter le cinéma, qu'il allait devenir une star du hip-hop. Tout le monde a totalement gobé ce documentaire, alors que il était quand même sacrément absurde et très mal foutu. Voilà, c'était juste histoire de dire que Casey Affleck, c'est vrai que forcément on n'en avait pas une image extrêmement positive, de se dire qu'il se lançait dans la fiction. En effet, comme tu le dis, il a aussi un actif et un présent qui est un petit peu étrange. Ce monsieur a quelques affaires aux fesses qui lui tournent un petit peu autour, et faire un film sur la disparition totale du genre féminin de la part de ce monsieur et de ce qui lui tourne autour, c'est pas forcément très avenant. Faut chercher ses mots. Mais en effet, moi je te rejoins sur le fait que c'était quand même une très bonne surprise. Moi j'ai beaucoup apprécié ce principe d'errance. Ce principe où justement on est totalement perdu avec eux, on avance avec eux, on sait pas trop vers quoi ils vont, mais eux non plus en réalité, puisque ce monde évolue, les mentalités évoluent, on aimerait bien qu'elles évoluent dans le bon sens, mais bon, malgré tout, on revient à un état primaire, et c'est assez dangereux. Oui, alors moi déjà j'avais pas forcément de très bons a priori forcément par rapport à tout l'histoire de Casey Affleck et ses histoires de harcèlement sexuel, donc mais en même temps très curieuse par rapport au pitch de l'histoire en elle-même, donc j'avais très envie de voir ce qu'il allait en faire, et je suis finalement sortie de la salle avec un plutôt bon a priori, étonnamment. On va dire qu'il y a deux choses qui m'ont vraiment beaucoup plu dans ce film. Déjà,
le plus étonnant et ce qui ferait vraiment partie de tout le film, c'est l'importance de l'héritage de la parole, de la transmission orale. Ce film est très bavard, ce qui peut être d'ailleurs un de ses défauts, mais ce qui est aussi de ses plus grandes qualités. Et tout le film, finalement, est entrecoupé de moments où ce père essaye de transmettre à sa fille, que ce soit des contes, des histoires qui lui permettent, donc un peu ce qu'on pourrait appeler en anglais des cautionary tales, donc un petit peu pour l'aider à grandir, que ce soit des bribes du monde d'avant qui lui permettent de comprendre le monde actuel et qui lui permettent de comprendre sa situation exceptionnelle. Et du coup, c'est assez intéressant et il prend vraiment le temps de le faire. Il y a des scènes où il fait que raconter par exemple l'Arche de Noé pendant 7 minutes, je crois, un truc comme ça. Donc c'est vraiment très lent et c'est très bien fait finalement. Et le deuxième aspect qui m'a vraiment beaucoup plu dans ce film, c'est la photo. L'image est très belle, c'est des gris très lumineux. Donc très clairement, on peut faire le lien avec A Ghost Story de Laurie, évidemment. Franchement, même acteur, ça aide. Et même lenteur. Mais ça m'a aussi beaucoup fait penser à La Servante écarlate. Ce gris-là. Et du coup, c'est très intéressant parce que c'est un peu le pendant masculin de La Servante écarlate. L'histoire ressemble beaucoup, du coup. Et il a intelligemment choisi Elisabeth Moss pour jouer la mère qu'on voit dans 3 scènes. Donc c'était mémorable, on va dire. Ouais, donc tu cites Elisabeth Moss. Alors moi, ce que j'avais dit, c'était pour la blague, c'est que c'était quand même un scandale parce qu'on sait pertinemment qu'en cas d'apocalypse, Elisabeth Moss, elle défonce tout le monde et c'est la seule qui survit. Je veux dire, c'est quand même le symbole. Et c'est vrai que oui, en effet, c'est assez malin de l'avoir choisi elle, surtout que, bon, déjà La Servante écarlate, comme tu le dis, je pense à Invisible Man, je pense à Mad Men, je pense à, enfin voilà, tous ces rôles qu'on cite à chaque fois quand on cite Elisabeth Moss, qui sont toujours des rôles de femmes fortes, qui transmettent une iconologie féministe. Et c'est vrai que voilà, du coup, c'est très malin de l'avoir transmise à elle en lui disant, surtout, enfin, l'espèce de flashback où elle lui dit surtout, tu transmets tout ce qu'est une femme et tout ce qu'elle doit être et tout ce qu'elle doit représenter dans la société et ce qu'elle doit faire. Et elle n'a pas besoin d'en dire plus en fait, c'est vrai que le symbole suffit. Parlons de symbole. Alors déjà, faut savoir que j'ai découvert à la fin de la séance cette histoire, les casseroles que se traînait Casey Affleck. Disons que j'ai une vision, si on peut dire, dénuée de ces casseroles. Et en fait, les films post-apo, en général, je rechigne à les voir. Parce que je me dis que ça va être déprimant, que c'est la fin du monde, que rien ne va, etc. Et j'ai toujours du plaisir finalement à les voir. Et là, ça a été pareil. C'est vraiment très, très touchant, cette relation quand même qu'il y a entre un père et sa fille, parce que c'est à la fois dans un environnement qui n'est absolument pas, j'ai envie de dire, pas normal, mais disons qui ne ressemble absolument pas au quotidien auquel on est confronté, nous, en grandissant. Et à la fois, ça a quelque chose de très tendre à travers les dialogues qu'il y a entre les deux personnages, parce que cette adversité, cette austérité dans laquelle ils évoluent leur permet aussi de développer une complicité et de se faire confiance aussi. C'est-à-dire qu'elle lui fait confiance et lui fait confiance aussi pour agir correctement en cas de danger, etc. C'est-à-dire que même si parfois elle rechigne parce que ça reste quand même une enfant de 11 ans, elle est toujours au fait de ce qu'il faut faire si quelque chose arrive. Donc il y a vraiment une relation, il y a vraiment cette relation de confiance qu'il y a entre les deux que je trouve absolument sublime. Après, niveau contexte de l'histoire, moi, j'ai été en stress après les 7 premières minutes de l'histoire de l'Arche de Noé parce que ça nous plonge. Moi, ça m'a fasciné, ça m'a captivé. Une personne qui est juste là en train de raconter une histoire, j'adore ça. Ça plonge directement dans le film, quoi. C'est excellent. Par contre, contextuellement parlant, j'étais toujours en stress qu'on puisse retrouver la fille, parce que la fille, en fait, elle est avec son père dans la tente, dans une forêt où c'est hyper calme, c'est la nuit. Et en fait, du coup, elle dit « Je suis la dernière fille de mon espèce ». Et là, moi, dans ma tête, en fait, ça déclenche l'angoisse immédiatement. Parce que je sais exactement ce que ça implique. En tant que fille, de se dire « Il reste que des hommes ». Et je me sens pas du tout en sécurité avec cette idée-là, quoi. Je me sens pas du tout, je sais pas comment ça a été réceptionné par les autres spectateurs, par les autres filles ou par les hommes, mais moi, dès qu'elle a dit ça, j'ai tout de suite été dans l'angoisse de si d'autres gens la retrouvent, elle est dans la merde. Voilà. Mais surtout que d'autant, il y a aussi une autre question qu'elle se pose constamment, pas sur le fait qu'elle est seule et que, évidemment, enfin, même si il essaie de pas forcément trop lui dire ce qui pourrait lui arriver, mais il essaie de lui en parler quand même, et il est très maladroit là-dessus.
parce que c'est compliqué d'en parler à un enfant. L'autre question qu'elle se pose constamment, c'est ouais, mais et si tu meurs, papa, qu'est-ce qui m'arrive ? Et on a quand même une enfant très jeune qui est déjà confrontée à la mortalité de ses parents, ce qui ne devrait pas justement arriver pour un enfant qui n'aura pas qu'une enfance. Mais concernant le contexte, en fait, moi je trouve ça très intéressant, limite qu'il n'en parle pas tant. On est dans un contexte qui se passe bien après l'épidémie, quelques années plus tard, puisque même elle, visiblement, elle était bébé quand c'est arrivé et elle a survécu par on ne sait quel moyen. Et c'est pas important de le savoir. Et ça me faisait penser, alors il y a beaucoup de références, il y a énormément de références dans le film. Moi j'ai beaucoup pensé à 28 jours plus tard et 28 semaines plus tard, où justement on te plonge dans un truc où c'est déjà arrivé et c'est pas important que ce soit, la manière dont c'est arrivé. Ce qui compte c'est, tu fais quoi maintenant quoi. Ouais. Et j'ai aussi pensé beaucoup à la guerre des mondes, qui te disait, justement Spielberg te disait, non mais de toute façon, les extraterrestres c'est qu'un détail. Là où il faut protéger ton enfant, c'est de la fureur des hommes. Et voilà, justement, on parle de la folie des hommes en fait. Mais en fait, ce qui renforce en plus cette angoisse, c'est qu'il a quand même un dialogue très ouvert, un petit peu à la Captain Fantastique. C'est-à-dire qu'il est très ouvert avec sa fille, qu'il en parle beaucoup. J'ai décelé une grimace chez Éléonore quand tu as cité Captain Fantastique. Tu nous diras pourquoi après. Non, mais je veux dire que c'est un dialogue assez frontal, il n'y a pas de détour, etc. Il parle énormément de plein de choses différentes. Et le fait qu'il ne veuille pas parler de ça, justement, ça renforce cette angoisse parce qu'il essaye justement d'atténuer un petit peu la nouvelle, quoi, de ne pas l'effrayer. Et ça en devient d'autant plus effrayant. Oui, non, juste, j'aime pas spécialement Captain Fantastic. Enfin, je trouve que le film en soi est bien fait, bien joué, mais les personnages féminins sont absolument inexistants et sont là juste pour être là. Et c'est absolument insupportable à regarder, en fait, du coup. Quitte à choisir un autre film, du coup, dans le même style, j'aurais pris Leave No Trace, que je trouve plus proche, du coup, de Light of My Life et que je trouve plus sensible. Ce que j'ai beaucoup apprécié également, c'est le travail, oui, en gros, cette idée de nature qui englobe les personnages, qui les rend minuscules, qui les rend d'une fragilité assez déconcertante. Et le pire c'est ça, c'est qu'on se rend compte que le danger ne vient pas de la nature, mais il vient des hommes, encore une fois. Parce qu'il y a aussi cette idée en général, le danger c'est soit donc l'altérité, soit l'environnement, donc la nature ou autre chose. Et là vraiment cette nature, elle est des fois même elle est rarement rassurante par la pluie, par le froid, la neige. Il n'y a jamais vraiment de grand soleil. Et c'est ça qui est impressionnant, c'est travailler sur cette hostilité, puis sur ce sens du cadrage. Et j'ai un plan qui me reste en tête, c'est celui où on les voit passer dans une forêt enneigée et en premier plan nous avons des arbres. Et c'est tellement magnifique, on dirait à chaque fois des diptyques ou des tableaux. Et c'est vraiment, pour le coup, il y a vraiment un vrai travail, une vraie attention de l'image et qui, pour moi, sublime leur rapport. Et voilà, donc c'est ça qui est intéressant et qui pour le coup appuie ce que vous dites, c'est ce côté où le danger vient vraiment des hommes. Et c'est assez drôle drôle, avec des grosses guillemets, mais de voir que c'est réalisé, écrit par Casey Affleck. Voilà. De toute façon, les post-apos, c'est souvent la confrontation de la nature humaine face à des situations extrêmes, quoi. Tout le monde manque de quelque chose, tout le monde est en danger à tous les moments de la journée et de la nuit. Et le truc, c'est que c'est presque une obligation, c'est la case à cocher de se dire, y aura toujours des mauvaises personnes, il y a peu d'entraide. L'entraide, on la trouve généralement soit de manière très inattendue, soit uniquement centrée sur les personnages principaux, ce qui fait que tout le reste se retrouve cantonné dans le rôle d'antagoniste. Et même la nature, je veux dire, par exemple, tu parlais des couleurs et de l'hostilité aussi que renvoyaient les cadres. Même quand ils arrivent dans la deuxième maison, qui est jaune, mais qui est entourée de neige, et du coup ça la rend palote, ça la rend triste, alors que c'est une maison jaune tapante, quoi. Donc en fait on est entouré par l'affliction, par la tristesse et par l'hostilité aussi. Donc ça participe grandement à véhiculer le message du film. Ouais. C'est que tu parles de la confrontation avec la nature, il y a un moment qui est assez intéressant, moi ça me fait penser à un dialogue aussi, qui est, je trouve, assez naïf et très utopiste de la part du personnage de Casey Affleck quand il le dit, mais qui représente peut-être aussi la seule chose à laquelle il se raccroche pour avoir une raison de survivre avec sa gamine. C'est quand il lui dit quand elle lui demande si des femmes reviendront, et qu'il lui dit oui, les femmes reviendront quand les hommes arrêteront de faire des conneries
Voilà, où il pense qu'il y a un équilibre qui pourrait se reformer quand la nature reprendrait potentiellement ses droits et que l'homme serait peut-être minoritaire et que là, on reprend un cycle. Voilà, il y a aussi ce côté-là d'accuser justement tout ça. Je termine rapidement. Après, par rapport à tout ça, ce qui est intéressant également, c'était de mettre en opposition les tentes ou même la maison qui était à l'intérieur très chaude avec ceux qui les ont accueillis. Même par rapport aux tentes, j'ai cette impression que le film est très dans la métaphore régulièrement. C'était de... Ouais, même j'ai l'impression de voir même un ventre de femme du côté de avant la naissance, avant le danger, avant le cocon, voilà, c'était tout ça. Enfin voilà, et j'ai trouvé, et pour le coup, enfin c'était dans la métaphore de il voulait à tout prix s'opposer au danger extérieur et on se rend compte de ça quand finalement on est en sécurité, on est sûr, on est certain qu'il va dans leur dialogue, dans leurs échanges, qu'il ne va pas y avoir d'obstacles ou de choses assez surprenantes. Le moment où il commence réellement à la confronter à la réalité, où elle lui dit qu'est-ce qui va m'arriver si tu n'es plus là, il lui dit je serai mort, trucs comme ça. Ils ne sont ni dans une maison ni dans une tente, c'est-à-dire qu'ils sont dans une église et ils n'ont pas de quoi se couvrir, les lumières sont froides, c'est-à-dire que cette confrontation c'est à la réalité. À chaque fois il a des discours plutôt rassurants avec sa fille et puis là à ce moment-là il lui crache la vérité à la gueule quoi. Ouais, moi je voulais revenir sur la nature et sur le fait que la nature soit hostile. Pour le coup, dans ce film, je trouve que, je suis pas d'accord avec ça. Au contraire, à chaque fois, le danger vient des maisons et pas de la nature, et ils se servent de la nature pour survivre. Je veux dire, tant qu'il y a de l'eau, tant qu'il y a du verre, tant qu'il y a de la neige, c'est bon. Ils sont OP, ils peuvent survivre, il n'y a pas de problème. Par contre, à chaque fois qu'ils se font attaquer, c'est dans une maison. Donc, je pense qu'au contraire, là, la nature joue plutôt un rôle de protection et de... Justement, les arbres, ça fait plus... D'ailleurs, ça me fait penser à Magritte. C'est marrant que tu parlais de tableau, ça fait un peu ce côté Magritte, un peu... Bref, bizarre. Et ouais, du coup, exactement, c'est une protection pour eux, quoi. Oui, de toute façon, c'est ça, c'est entre un élément naturel que la mère nature a choisi pour toi et des choses qui ont été érigées de toutes pièces et qui représentent du coup la civilisation, donc également des points de repère pour ceux qui peuvent guetter et traquer ces personnes. Forcément, il y a une sacrée nuance. En tout cas, c'est un film intéressant. Visiblement, on a tous l'air assez d'accord pour vous le conseiller, donc allez voir Light of My Life. Il y a des choses cet été, il y a des choses en août. On n'est pas obligé d'attendre Tenet, on va peut-être pas le dire à chaque fois. Il y a des choses au cinéma, en profite et faites-vous plaisir.真係 OK？ 你掙那麼多錢都幹嘛了呀？那你挣那麼多錢都幹嘛呀？人哋仲可憐。你有男朋友啊？冇啊！你同你阿媽一樣真雞嚟㗎！ The Crossing, un film chinois de Bai Qiu. Alors, je m'excuse en avance pour la prononciation, je ne sais pas comment ça se prononce. Ah, Eleonore, tu sais? Bai Tue. À peu près. Bai Qiu. Bai Tue. Le X, c'est un genre de... Genre, chier. Ouais, voilà, parce que c'est un genre... Quand tu dis chier, c'est un X. Donc c'est chier, quoi. Bai Xue. The Crossing, film chinois de Bai Qiu. C'est un premier film. Avec Yang Yao dans le rôle de Pei Pei, Sunny Sun dans le rôle de Hao et Ni Hongji dans le rôle de Lan. Qu'est-ce que ça raconte The Crossing? Donc c'est l'histoire de Pei Pei qui est une jeune étudiante qui aimerait bien se faire un petit peu d'argent à côté et qui va se lancer dans le trafic de téléphone. Alors là comme ça a l'air très glamour, mais le trafic de téléphone, qu'est-ce que ça implique? Ça implique de passer la frontière, pour passer de la Chine continentale à Hong Kong pour aller délivrer justement donc les téléphones qui sont interdits de l'autre côté. Ça implique donc de passer des postes frontières, ça implique de passer des douanes, ça implique de passer des contrôles. Et pour une enfant, c'est assez perturbant et c'est assez compliqué. Du coup, c'est tout un univers qu'elle découvre qui est évidemment très corrompu, avec beaucoup d'implications, beaucoup de choses qui sont des dangers quotidiens. Donc j'ai remarqué que c'était en gros, on se moque de moi parce que j'ai un peu siesté pendant le film. C'est pour ça que je suis le premier à prendre la parole. Tu n'es pas le seul à avoir siesté pendant ce film. Les nuits sont compliquées actuellement, on dort très peu. Donc bon. Bien sûr, et puis... Mais voilà, donc non, moi je trouve que c'est un très bon faiseur d'images. C'est-à-dire que j'ai quand même été embarqué par... C'est une réalisatrice, Marwan. Hein.
C'est vraiment la journée. Franchement. Donc, Cette misogynie. Donc c'est un très bon faiseur d'images. Donc c'est une très bonne faiseuse d'images qui, dans l'idée que je trouve qu'elle a quand même un génie dans la façon de tenir ses caméras, dans la façon de jouer avec ses acteurs, ses actrices. Et je trouve que là où ça pêche, c'est dans son récit, dans ses personnages. C'est, je trouve, un point de départ très intéressant, mais je trouve que c'est compliqué quand il est question d'une jeune fille paumée qui va rencontrer, on va dire, des réseaux, des univers qui sont totalement différents et dangereux. C'est un sujet qui a pas mal été traité déjà et qui, ici présent, est fait avec une certaine lourdeur et qui, je trouve, et qui peut être un peu dérangeant par moment, dans le sens où ennuyant par moment. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que il y a vraiment pour moi une dissonance dans le film, c'est que je trouve j'ai quand même été embarqué, et à un moment donné tellement embarqué que je me suis un peu endormi, mais j'ai trouvé ça quand même vraiment régulièrement très beau, très poétique, mais je trouve que ça manquait dans l'écriture et finalement dans le montage, dans l'enchaînement des actions, même dans la justification de scènes. C'est dommage, mais sinon c'était quand même une expérience intéressante. Alors pour le coup, je suis pas très d'accord avec toi, Marwan. J'ai trouvé ce film assez nostalgique, qui a un goût un petit peu doux amer. Et en fait, je trouve que c'est une jeune fille, une lycéenne, qui va être confrontée à un monde quand même de trafiquants, même si c'est pas de la drogue ou des choses comme ça reste passible de prison. Il n'empêche que justement, ça tombe jamais dans le gore ou dans le graveleux ou des choses comme ça. C'est quelque chose. Elle se retrouve dans des situations où justement elle suit des gens qu'elle connaît pas très bien. Elle se retrouve dans des endroits un petit peu glauques. Et en fait, j'étais toujours un petit peu en suspense de me dire il va peut-être lui arriver quelque chose de grave. Et en fait, pendant tout le film, non, tout se passe relativement bien. Et ça participe beaucoup justement de ce sentiment. Ça a développé pas mal d'empathie chez moi pour cette jeune fille, de me dire que finalement, elle fait quelque chose de pas légal. Et pourtant, je l'apprécie beaucoup. Son personnage est très calme, très posé. Elle n'est jamais dans l'excès ou dans la démesure. Ce qui fait que même quand elle fait quelque chose d'illégal, ça passe doucement aussi, tout comme elle. C'est aussi ça qui lui porte un peu préjudice, c'est qu'elle est très observatrice. Et très, alors je vais pas dire victime, mais c'est vrai qu'elle accepte énormément, je trouve, les choses qu'on lui propose et on lui dit maintenant t'en portes plus, maintenant tu fais ça, et elle suit le mouvement parce qu'elle fait plus ou moins confiance aux gens qui sont autour d'elle et elle se méfie peut-être pas assez pour le coup. Non, je suis pas d'accord, elle est proactive, c'est elle qui demande à commencer le trafic. Alors je sais pas si tu dormais à ce moment-là. Mais il faut couper. Mais non, à chaque fois c'est elle qui décide, elle est très calme, elle est très observatrice, mais finalement elle sait à peu près ce qu'elle fait, même si elle se rend pas forcément compte des répercussions. Et même à la fin, elle subit un peu les conséquences, mais finalement elle a l'air très consciente des conséquences, elle les subit sans pleurer, sans chouiner, c'est comme ça quoi. Par rapport à ce que dit Yassa, c'est que quand je parlais de ce récit qui pouvait être, on va dire, déjà vu, c'était dans l'idée qu'elle soit observatrice, qu'elle soit au départ guidée d'une façon ou d'une autre par une copine genre forte en gueule ou tu vois, très présente au départ, jusqu'à une dispute qui va les séparer, qui est liée à cette aventure, par rapport aux parents séparés des personnages principales, par rapport au fait que la mère elle soit souvent genre une prostituée ou qui a, on va dire, des mœurs différentes. Tu vois, t'as toujours ce délire-là, tu vois, de ces personnages-là, parce que c'est très, je trouve qu'en général, ce qui est intéressant dans ce genre de récit, c'est que c'est ce personnage-là qui est la douceur, qui est la tranquillité, qui en a l'air en tout cas, et qui finalement montre énormément de choses par son silence. Et c'est dans ce récit-là que je me suis rendu compte de cette proposition qui, je trouve, a déjà existé et en mieux. Ouais, si, non, j'ai eu un petit peu de mal au début du film, comme
mes chers collègues ont pu le dire, le rythme est très lent, donc il faut s'habituer, rentrer dedans. Et le personnage, comme il est très calme et ne montre pas grand-chose au début, il paraît un petit peu antipathique. Et c'est vrai que comme il y a ça, petit à petit, je me suis habituée à elle et je me suis beaucoup attachée à elle. Et juste pour ajouter un petit quelque chose, j'aime bien aussi la vision de l'adolescence. On a assez peu parlé de la copine, c'est vrai qu'elle est assez intéressante parce qu'elle représente plus l'adolescence classique, elle a beaucoup plus de chance dans la vie, elle vient de parents fortunés même s'ils sont pas là. Et justement voilà, donc les deux rêvent de quelque chose. Le tout début du film, c'est pas tellement qu'elle veut se faire de l'argent, c'est qu'elles veulent partir au Japon. C'est le rêve des deux copines, c'est vivre cette expérience ensemble et tout faire pour avoir assez d'argent pour pouvoir voir la neige au Japon. Mais justement, c'est teinté de cette naïveté d'adolescente, de jeune fille qui est confrontée à un monde assez austère et qui trouve le moyen de se dépatouiller pour pouvoir réaliser son rêve avec sa meilleure amie. Et justement, elle va intégrer ce monde du trafic avec cette naïveté, en sachant que ce qu'elle fait est mal, mais en se disant que c'est pour la bonne cause, comme qui dirait. Elle n'est pas dans une démarche de réellement amplifier ou se faire de l'argent à tout prix. À un moment où elle va un petit peu basculer, elle va avoir un petit peu cette... comment on dit ça greedy, j'ai pas le mot en français. Elle va devenir cupide. Cupide, voilà. Elle va avoir un petit peu cette cupidité qui est aussi teintée de, pas d'amour, mais de tendresse un petit peu pour un autre personnage et elle va se laisser guider par ça. Donc c'est un petit peu un mélange de conscience et de laisser porter en fait. Elle est entre les deux. Parce que même quand elle arrive au milieu des trafiquants, en fait, l'ambiance est bon enfant. On s'attendrait à ce que ce soit quand même quelque chose d'assez gangster, quoi, oppressant. Elle se retrouve quand même à un moment donné entourée de plein d'hommes. On se dit mais ça va mal se terminer cette histoire, quoi. C'est une jeune fille en uniforme d'écolière. Moi tout de suite dans ma tête c'était ça va mal terminer cette histoire. Alors que pas du tout. Tout le monde est tout en faisant des choses illégales est quand même assez avenant vis-à-vis d'elle, quoi. Ouais, si justement, peut-être juste revenir sur ce qu'il dit, comme tout le monde a dit, c'est pas de la drogue, c'est des téléphones portables et il y a une scène qui est quand même assez drôle où on voit où elle essaye de faire réparer dans un marché noir un des téléphones qu'elle est censée dealer et c'est très compliqué parce que c'est un modèle qui est tout nouveau, tout récent et du coup il y a un attroupement autour d'elle dans ces espèces de marchés qu'on trouve à la frontière entre Hong Kong et la Chine continentale où il y a plein de choses, plein de trucs informatiques, enfin, c'est un peu la folie ces trucs. Et il y a un attroupement autour d'elle parce qu'elle a le dernier modèle et du coup on voit la folie des gens pour ces tout petits trucs qui régissent les vies, quoi. Enfin, c'est assez fou du coup, c'est presque comme une drogue finalement en fait. Et ce qui est intéressant, c'est de voir aussi le réalisme de ce genre de situation avec justement l'attroupement autour de ça, l'intérêt que ça suscite également et du coup les interdits qui sont autour parce que du coup, ce qu'il faut savoir par exemple, c'est qu'ils n'avaient pas le droit de tourner dans les postes frontières, ils n'ont pas le droit de tourner les douanes, ils n'ont pas le droit de montrer les douaniers. Ils ont insisté énormément pour pouvoir faire ça. Quelques endroits ont accepté, mais à condition qu'on ne montre pas les choses. Du coup, ils ont reconstruit en fait totalement les postes frontières, mais avec les moyens du bord. Donc tout le monde mettait la main à la pâte, les comédiens, les comédiennes, pour que ça puisse être réaliste. Et là-dessus, même si c'est toujours montré de manière très proche pour que justement on ne voit pas forcément l'énorme décor, il y a un côté réaliste, on croit totalement à ces passages-là et il y a une espèce de tension qui est mise justement dans les passages qui est assez forte aussi et qui va sortir d'un film qui justement est plus léger dans le traitement de manière générale. The Crossing, ça m'a l'air d'être un conseil, voilà. C'est bien, il y a une semaine plutôt sympathique quand même, hein, les trois films étaient plutôt bons cette semaine. Ça rattrape les autres semaines. Et c'est parce qu'il y a plus de réalisatrices, c'est pour ça. Ah, thank you. Se rattrape. Casey Affleck. Faudrait mettre un warning. Warning, il y a aussi un réalisateur homme dans cette émission. Et en plus, on n'est pas d'accord. C'est la fin de l'émission. On a décortiqué les sorties de la semaine. Ça semble un petit peu court, mais on est allé voir d'autres films. Des films dont on va moins parler, mais qui nous ont quand même interpellés. On est allé voir Lil Buck, The Real Swan, un documentaire de Louis Valcan. Donc un documentaire sur le danseur, donc Lil Buck, un danseur de Memphis, qui fait partie donc d'un style de danse qui s'appelle le Jukin, qui est une danse qu'ils ont mise en pratique et développée pour sortir des affres de la rue et ne pas justement tomber dans tout ce que ça pourrait comporter, et qui finalement va devenir en quelque sorte un danseur étoile
puisqu'il va se rendre compte qu'il peut danser sa variante de hip-hop sur à peu près tout, et que d'ailleurs ça le passionne, et donc il va rentrer dans des conservatoires, il va rentrer dans plein de choses, et se mettre à danser sur des opéras, sur de la musique classique, sur du rock, sur plein de choses, et c'est plutôt intéressant. Oui, c'était un documentaire très sympa. En fait, c'est pas qu'il danse le juking sur n'importe quoi, c'est qu'il a mixé le juking avec la danse classique. Donc il fait des pointes, il fait des mouvements sur façon lac des cygnes. Enfin, c'est très joli à regarder. Le documentaire a une forme très classique, façon success story. Donc on le voit au début à Memphis. Enfin, au début, on le voit pas lui d'ailleurs. Il y a toute une petite introduction sur l'historique du juking qui est très bien faite. Et petit à petit, on le voit réussir. On a des entretiens avec sa famille, les personnes qu'il a côtoyées tout le long de sa carrière. C'est bien fait, c'est classique. Il y a quelques scènes de danse qui sont créées pour le documentaire et qui sont très bien mises en scène avec des très belles couleurs. C'est joli, c'est bien fait, ça fait plaisir à regarder. Voilà. Ne sachant pas de quoi parler ce documentaire, c'est vrai que j'ai été un petit peu prise par surprise au début. Parce que c'était très focalisé sur la danse elle-même, sur le contexte dans lequel elle s'est développée, etc. Et j'étais assez surprise de découvrir que le documentaire portait sur Lil Buck. Je l'ai tout de même apprécié. De toute façon, c'est quelque chose dont je n'avais pas vent du tout, j'en avais jamais entendu parler. Et j'ai appris pas mal de choses. C'est un documentaire qui parle d'art, d'expression, et qui le montre assez bien en fait. C'est-à-dire que même le documentaire est très artistique dans sa manière de présenter, dans sa manière de raconter aussi. Il prend son temps. Il n'est pas très long, mais condensé dans ses informations et étendu dans ce qu'il montre. C'est très coloré aussi, ce qui fait qu'on ne s'ennuie pas du tout. C'est génial. Alors on s'ennuie pas, moi j'ai trouvé ça quand même un petit peu long. Ah ouais ? Et ça m'a semblé, il y a un moment où vraiment je me suis dit, pourtant le documentaire est vraiment très court et ça m'a quand même semblé à un moment plutôt interminable. Et c'est dommage. C'est parce que je n'étais pas là. C'est parce que Marouane n'était pas là, on est d'accord. Je conclurai en disant que c'est quelque chose qu'on peut aller voir si on s'intéresse énormément au sujet. Et si ça interpelle, parce que sinon oui on peut quand même rester assez extérieur. Je sais pas si vous... Enfin quoique, il y a ça non au final, donc en soi je dis ça, mais... pas forcément. Voilà, Lil Buck, The Real Swan, de Louis Valcan, un documentaire si ça peut vous intéresser, si le sujet vous interpelle. Il y a aussi d'autres sorties. Voilà, c'est une semaine qui n'est pas forcément grosse force de proposition, même si on a prouvé le contraire. Mais il y a aussi des choses qui peuvent potentiellement interpeller. Tu es allée voir quelque chose toute seule, Éléonore. Est-ce que tu peux vite fait nous en toucher 2 mots ? Mais oui, avec plaisir. Le fameux film, le défi du champion. Superbe film italien, tout en finesse, sur le milieu du football et toute l'extravagance qui va avec. Non, alors pas du tout, hein, c'est pas bien, tout est attendu, c'est pas très bien joué, on voit absolument tout ce qui va se passer, c'est cliché, c'est long, c'est très long, donc non, c'est pas bien. Voilà. Le défi du champion, visiblement, la sortie à éviter de la semaine. On embrasse ceux qui l'ont malheureusement déjà vu. On va passer au reco. Yassa, est-ce que tu as une reco à nous faire cette semaine ? Yes, j'en ai une et pas des moindres. C'est Doctor Who. Bon, ça va, je vais pas le rabâcher, même si je serais contente. Non, c'est The Umbrella Academy, dont la 2e saison est sortie il y a pas très longtemps. Et j'ai surkiffé, au même titre que la première saison. C'est rock'n'roll, c'est déjanté, ça part dans tous les sens. On est toujours aussi attaché aux personnages qui se développent de plus en plus. L'intrigue est tout aussi space, voilà. La fin qui nous donne envie de voir la 3e saison alors qu'on doit attendre 2 ans pour la voir. Enfin, N'imaginez pas que là, Yassa fait d'immenses gestes pendant qu'elle nous explique ça. Elle est très emballée. Et tu sautilles là alors que t'es pas en train de parler tellement t'es contente d'en parler. Ouais. Vraiment, je kiffe cette série. The Umbrella Academy, saison 2, saison 1 aussi j'imagine ? Saison 1, saison 2, oui, les deux. Ah oui, n'allez pas voir la saison 2 en n'ayant pas vu la saison. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas largement au-dessus, c'est dans la continuité. Ah quoi. oui, totalement. Éléonore, une reco ? Mais tout à fait. Alors moi, ma reco, c'est un film qui a été ressorti, je crois, juste à l'UGC des Halles. Par contre, c'est dans mon top 5 depuis quelques années. C'est Under the Skin de Jonathan Glazer. C'est un film complètement ovni, film de science-fiction, avec Scarlett Johansson qui est pour le coup très bien castée,
qui se sert du coup de son aura de star glamour de manière un petit peu décalée. C'est hyper intéressant dans ce film. Donc c'est un peu compliqué de raconter l'histoire, parce que l'histoire est très complexe et il faut au moins 2 visionnages pour la comprendre. Mais grosso modo, Scarlett Johansson joue une extraterrestre qui est envoyée sur Terre dans le but de séduire des hommes qu'elle récupère sur la route pour s'en servir grosso modo de nourriture. C'est très imagé, donc on est très loin d'un univers à la Cronenberg où tout est très explicite et où les corps sont très visuels. Tout est très éthéré, avec une image sublime. Et il y a une bande-son qui est géniale. Donc là, je l'ai redécouvert en salle et c'était fou, justement parce que la bande-son de la compositrice Mika Levy, que je conseille vraiment, qui est une musique géniale, rend très bien sur grand écran avec les sons de partout, mieux que sur un ordinateur, quoi, évidemment. Donc je le conseille vraiment si vous voulez découvrir quelque chose d'un peu particulier et qui permet de voir Scarlett Johansson dans un rôle intéressant, quoi. Under the Skin de Jonathan Glazer. Si vous avez l'occasion de le voir en salle, visiblement il est peu distribué, mais en tout cas c'est un film qui ne date pas d'aujourd'hui, donc il est disponible par d'autres moyens. Allez le voir. Marwan. Je sais pas si je vais me faire des amis, mais c'est la nouvelle équipe éditoriale de Cahiers du Cinéma qui, je trouve, propose vraiment une écriture intéressante et beaucoup moins cynique que prévu. Et c'est très intéressant, et ils font régulièrement des projections, et ça, je trouve que ça renoue un petit peu avec les bases des Cahiers du Cinéma, avec toute cette bande de la nouvelle vague qui, avant d'être ceux qu'on connaît, étaient des gens qui organisaient des ciné-clubs. Donc voilà, je recommande cette nouvelle équipe. Donc pour la petite histoire, les Cahiers du Cinéma, alors tu me corriges parce que là forcément je ne pensais pas que tu allais dire ça. Les Cahiers du Cinéma ont été rachetés, si je me trompe pas, par un gros major qui a voulu leur imposer pas mal de choses. Donc l'intégralité de la rédaction des Cahiers du Cinéma a démissionné. Et donc on savait pas vraiment ce que ça allait donner, qui est-ce qu'ils allaient mettre à la place, est-ce que ça allait être des gens justement très ambiancés, très édulcorés à ce qu'on pouvait exiger d'eux de la part justement de ce major. Et c'est pas le cas visiblement, c'est plutôt qualitatif. Non, c'est très intéressant, ça. Je trouve que je pense que ceux qui l'ont racheté, il y a par exemple les producteurs du film Les Misérables, il y a le patron de Free. C'est une bande de producteurs en fait. Il y a pas mal de producteurs qui font partie de ce groupe qui a racheté les Cahiers du Cinéma. Donc en gros, il y avait une inquiétude de conflit d'intérêts lors de sorties de films. Voilà, et ce qui fait qu'ils avaient peur de ça. Et puis lors des premières directives à l'équipe de ce que pourrait être les Cahiers du Cinéma, c'était d'être moins dans l'agressivité, moins dans la provocation. Donc à chaque fois, souvent il y avait un côté un peu, et je mesure mes mots, mais côté un peu non, au contraire, non, c'était pas vraiment, même plus réact, tu vois, dans cette idée de vouloir toujours être dans la provocation. Mais c'était très intéressant, ça te fait vraiment réfléchir, mais des fois c'était un peu too much, alors que là pour l'instant dans ce que je lis, c'est toujours dans un questionnement du monde qui est beaucoup plus, je trouve, un peu pour le coup consensuel, mais quand même plus tout aussi intéressant. Donc c'est vraiment une équipe qui pour l'instant me plaît bien, et qui pour le mois de juillet et d'août fait un numéro sur Romer, qui est un réalisateur de la nouvelle vague et qui a fait des films très très intéressants et qui propose vraiment en plus des articles assez fascinants, parce qu'ils ont cherché des petites gravures, des petites trucs d'archives pour alimenter leur dossier. Donc c'est à continuer, c'est très intéressant. Les Cahiers donc du Cinéma, visiblement toujours aussi qualitatifs malgré des remous. Alors moi, Marocco, c'est un film d'une plateforme dont on ne vantera jamais assez les mérites, qui est Outbuster, et c'est un film espagnol qui s'appelle Matar a Dios de Cape Casas. Alors, qu'est-ce que c'est Matar a Dios ? C'est un film qui est très très intimiste, tu sens qu'il n'y a pas beaucoup de budget, c'est une famille qui est enfermée dans leur manoir un soir pour un repas où il y a beaucoup de conflits d'intérêts qui se posent, et l'habituelle réunion de famille où tout le monde veut étriper tout le monde, et en plein milieu de tout ça, il y a un clochard qui débarque, qui fout le bordel et qui leur dit « Je suis Dieu ». Il leur prouve, en utilisant un peu leur naïveté, mais peut-être par des moyens divins, et il leur dit « Bon, en fait, dès demain, je déclenche l'apocalypse parce que j'en ai ras le cul. Et donc, du coup, ce que je vais vous demander, c'est là, vous êtes 4, et vous allez en choisir 2 qui vont claquer, et puis vous allez choisir quelques bandes de survivants parmi vos potes, mais par contre, vous choisissez logiquement qui d'entre vous doit crever. » Voilà.
Donc c'est évidemment beaucoup de réflexion, jusqu'au moment où ils se rendent compte que bon, le mec il picole, ils peuvent potentiellement l'empoisonner, ils peuvent faire des trucs, ils se disent en fait ouais, il est peut-être plus ou moins mortel, d'où le titre Matar a Dios. Donc ça va être une bande d'humains qui va se dire et si on tentait de buter Dieu. Ça fait énormément penser à du Alex de la Iglesia, qu'on n'embrassera jamais assez, dont on aimerait bien qu'il nous refasse des films un peu plus énervés que le remake du jeu pour parler de son dernier méfait. C'est très barré, c'est du cinéma espagnol qui est excessivement libéré, qui est totalement relâché dans sa dialogue, qui ose tout à la caméra malgré le peu de moyens. Et c'est très très fun à regarder et évidemment très incorrect. Tout ce qu'on aime, en somme. C'est cette fois-ci vraiment la fin de l'émission. Une émission qui a un nom magnifique, donc on peut dire que c'était certain la macho. Merci à ça. Merci Thierry. Merci Marwan. Merci Titi. Merci pour la 2e fois consécutive à Éléonore. Mais merci à vous. Donc pas de nouveau blog, pas de nouveau site depuis la dernière fois. Je me tâte, je sais pas, j'hésite, mais non. On vous remet tout ça en description. On vous l'a dit tout à l'heure dans l'intro. Léo Yurilo, le blog de Nestor, Fucking Cinéphile et les lives avec la sororité. Merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram. On vous répond, on vous aime. N'hésitez pas à commenter l'émission, n'hésitez pas à nous dire ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas dans l'émission. C'est important, ça nous fait progresser et ça nous fait vous proposer toujours des contenus plus originaux, plus qualitatifs et qui vous plaisent. C'est quand même l'essentiel. On en profite pour faire un petit coucou à la Guyane, à laquelle on envoie beaucoup de soutien parce que les cinémas sont toujours fermés. Et c'est quand même inadmissible parce qu'une vie sans cinéma, c'est bien triste. Soutien à eux, on espère que tous les beaux films dont on parle seront à l'affiche quand les cinémas réouvriront là-bas. On vous dit à la semaine prochaine. En attendant, n'oubliez pas d'aller en salle. Les recommandations de l'émission sont là pour ça. Bisous, bisous, bisous. Bisous. En gros, finalement, elle va se rendre compte que voilà, là je me suis perdu, on faudra couper. Mais voilà. Mais Tout est calme, tout est voilà, tout est calme. Tu couperas les autres, tout est calme. Tout est calme. Voilà. C'est-à-dire comment est-ce qu'on réagit. C'est comment est-ce qu'on... Ah, bite me. Damn it. Anyway. C'est en fait assez nostalgique, qui a un goût un petit peu doux amer. Attention à toi. Prise de son. Donc on va reprendre quand Yassa disait « Je suis d'accord, c'est d'où la merde ». C'est de la merde. C'est du la merde. Donc, une ambiance douce, amère. Ouais, voilà. C'est... Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Oui. On va passer au reco. Bon Marwan, vu que tu parles pas depuis tout à l'heure mais que ça te démange, tu commences? merde. T'as pas de reco? Enfin, j'ai pas appliqué la reco. Bon bah Marwan n'a pas de reco. Non, ça va arriver. Bah, on te laisse décanter ça. C'est gentil. Alors on reprend du début. Marwan, t'as pas de reco? Ouais, putain. Moi en dernier ça le fait pas. Attends, il faut que tu fasses. Ah, ok, d'accord. Enfin, sauf si tu l'as pas. Marwan il va être puni de reco si ça continue. Ouais, c'est ça, c'est que j'ai réfléchi. Parce que, pour la petite histoire, il y a 2-3 jours, j'ai eu l'impression d'être un peu bête. Parce que je suis allé voir Inherent Vice. Et j'ai compris l'ensemble du film. Inherent Vice de Paul Thomas Anderson, on le rappelle. De Poto Thomas. Et voilà. Et en gros, j'ai pas tout compris. En plus, j'ai assisté 10-15 minutes, voire plus. Et alors que c'était un film très intéressant. Et donc j'étais un peu triste de pas pouvoir le recommander. Sinon, ce que je pourrais recommander, je ne sais pas. Bah, en vrai, là, c'est de la pure improvisation. Mais je recommanderais bien Claque. Non, bah oui, évidemment. Non, sérieusement, non, c'est... Tout ce qu'on aime, en somme. À claque. À claque. Alors, c'est un peu comme le médecin, on dit chez claque. Chez claque. C'est bien.